Bonjour, je suis Caroline Goulard. J'ai créé 2 entreprises dans le domaine de la visualisation de données. Je travaille depuis plus de 10 ans à créer des ponts entre les humains et les données, et nous sommes ensemble pour un nouvel épisode de The Bridge, le média d'Artefact qui démocratise la culture des données et de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Bellet. Nathalie, bonjour. Bonjour. Nathalie, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je suis avocat de formation et en exercice depuis plus de 20 ans. Et par ailleurs, je suis fondatrice et je dirige une société qui s'appelle Naya, qui est un éditeur de solutions de management de la conformité et de gestion des risques de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton background ? Comment t'es passé du droit aux nouvelles technologies, à l'entrepreneuriat ? Oui, bien sûr. Avocat, c'est une formation universitaire en droit. Et puis, avant d'exercer mon métier, j'ai commencé avec une mission conseil technique d'un secrétaire d'État à la santé sur précisément le sujet nouvelles technologies et santé. Et là, ça m'a vraiment donné le goût de ce croisement et des problématiques que ça pouvait poser et surtout des réponses et des solutions qu'il fallait mettre en face. C'est comme ça que j'ai commencé mon activité dans un cabinet dédié aux nouvelles technologies. Et j'avais la responsabilité des activités santé. Et puis là, à force de croiser des entrepreneurs qui avaient des bonnes idées, mais aussi en les voyant un peu à la peine avec les contraintes réglementaires et quelquefois en difficulté de les convertir, j'ai eu très très envie de créer du business et des services. Et donc j'ai cofondé une première société qui a été vendue à un groupe français. Et puis là, à nouveau, avec cette émergence de l'intelligence artificielle, j'ai pas pu résister. J'ai eu envie à nouveau de créer du service autour de cette problématique de la conversion de la contrainte en opportunité. Et justement, comment ton background, et en particulier cette dimension santé, ça peut t'aider à comprendre les enjeux actuels autour de l'intelligence artificielle ? Alors ça m'aide beaucoup parce que l'intelligence artificielle est considérée, alors en tout cas par la réglementation, comme un produit. Et c'est avec des exigences et des balises réglementaires à tous les stades de fabrication, test, mise en marché et puis aussi marketing de ce produit. Et ça, c'est vraiment typiquement l'encadrement qu'il y a sur les produits de santé, quels qu'ils soient, d'ailleurs pas que les médicaments, mais aussi les dispositifs médicaux. Et donc ça m'a beaucoup aidé à appréhender alors les enjeux et les risques, mais aussi ce nouveau cadre réglementaire, parce qu'il est construit exactement comme sont construits les cadres réglementaires autour des produits de santé. Et on le comprend bien ici, c'est-à-dire à quel moment, à un moment donné, on fait poids sur des segments, le segment de la fabrication, le segment de l'étiquetage, le segment de la revendication, quelle revendication sur un produit, à quel moment la réglementation peut faire poids pour atteindre une cible de sécurité, de qualité, alors évidemment de conformité, mais les objectifs sous-jacents, au fond, c'est la sécurité des utilisateurs, des bénéficiaires de produits. Ça, c'est pour le secteur de la santé. Et c'est très transposable au sujet de l'intelligence artificielle. Ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est régulée un peu comme l'est un médicament ? Alors, au niveau européen, en tout cas, notre famous AI Act, en effet, il est totalement construit comme une réglementation produit. C'est d'ailleurs assumé. Le législateur européen dit, voilà, c'est une réglementation produit horizontale, donc qui s'applique à tout type d'entreprise, quelle que soit sa taille, privée ou publique. Alors, il y a bien sûr des exclusions pour certains domaines, par exemple le domaine militaire. Mais oui, c'est une réglementation produit. Elle est construite ainsi. Et elle est très proche en termes de concept et de type d'obligation que d'autres réglementations produits. Je cite la santé, mais je pourrais aussi citer d'une certaine manière les jouets, des sujets régulés comme l'alimentation. Voilà, c'est assez proche en termes de concept légal. Et alors du coup, cet IA Act, est-ce que tu peux nous en dire plus ? D'après toi, est-ce que ça répond aux enjeux ? Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce que ça contient ? Oui, alors il y a eu le débat évidemment sur trop de réglementation par rapport aux enjeux de compétitivité de l'Europe. Voilà, donc moi je dirais que ce débat il est terminé puisque le texte est voté.
C'était un débat utile, c'est un débat qui est toujours utile. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'études. On parle souvent de seuil réglementaire, c'est-à-dire à quel moment une réglementation est tellement contraignante qu'elle va, au lieu d'aboutir à des objectifs favorables, sécurité, qualité par exemple, finalement peser tellement que ça va brider. Donc ce débat, il a lieu depuis des années et voilà. Des études ont montré qu'en fait, ça pèse défavorablement selon la nature de la réglementation et selon les entreprises et leur taille. Donc par exemple, ça pèse quand il s'agit de la réglementation organisant le travail, ça ne pèse pas quand il s'agit de la réglementation encadrant le numérique. Je sais que ce que je vous dis là peut surprendre, puisque ça a été très visible le débat sur on n'arrivera pas à avoir de champion européen à cause de cette réglementation. Il s'avère que ce n'est pas moi qui le dis, il y a des études qui ont démontré que lorsque les entreprises sont très numériques, par exemple, très digitalisées, alors la réglementation va les aider à se développer. Mais pour ça, c'est vrai qu'il faut qu'elles prennent le sujet et qu'elles le convertissent, qu'elles l'assument au fond, et qu'elles l'intègrent dans leur mise en marché. Alors, comment on fait ça? Comment on tire profit de cette réglementation? Oui, je dirais que la première chose, c'est très pragmatique. Il faut regarder le texte et le regarder de près. Donc, il y a du travail. La première pierre, c'est de bien comprendre le texte. La deuxième façon, c'est de convertir l'obligation en action. Au fond, c'est un peu conceptuel ce que je vais vous dire, mais c'est passer du subir au bien faire. Et donc, au lieu d'en rester à « ah là là, plein de réglementations, comment on va faire, ça va encore nous freiner », c'est de se dire je vais faire de la conformité par la valeur. Je vais regarder ce que la conformité peut apporter à mon produit et donc à mes clients. Là, je parle de manière un peu générique, B2B, B2C, aux bénéficiaires. Je vais regarder ce que ça peut apporter et ces obligations-là, je vais les intégrer dans mon process by design. Je peux vous donner des exemples concrets. Dans les actes, par exemple, pour certains systèmes d'intelligence artificielle dits à haut risque, c'est vrai, il y a de lourdes exigences de conformité. Mettre en place un système de gestion des risques, mettre en place un système d'assurance qualité. Mais ça veut dire quoi concrètement en fait? Ça veut dire à tous les stades de la conception, regardez que les gens qui développent bien. Qu'est-ce que ça veut dire bien développer? Ça veut dire faire attention aux biais, ça veut dire ne pas admettre des algorithmes discriminants. Ça veut dire structurer les données, disposer des droits sur les données pour faire ce qu'on a à faire. Quand je vous le dis comme ça, je pense que c'est difficilement contestable. C'est effectivement des leviers de qualité et de sécurité. Et l'AI Act, derrière des pages et des pages en effet complexes quand on n'est pas juriste, ne dit rien de plus que ce que je suis en train de vous dire, au fond. Un système de gestion des risques, un système d'assurance qualité, de la documentation technique, de la notice d'utilisation. Vous voyez, ça, c'est des sujets produits typiques, en fait. Enfin, comment imaginer, par exemple, qu'un médicament puisse aller sur le marché sans notice technique? Comment imaginer qu'un médicament aille sur le marché sans des phases de test? Des phases de test sur paillasse, des phases de test sur humains. Là, c'est adapté aux produits d'intelligence artificielle. Rien de plus. Alors, c'est vrai que c'est rien de moins. Clairement, il y a beaucoup à faire. Mais au fond, à l'échelle de ce dont on se parle et des enjeux en présence, c'est accessible. Ça veut dire que quand on est un acteur européen, on doit obligatoirement s'équiper en intelligence artificielle auprès de fournisseurs qui respectent les normes européennes et qui appliquent ces règles de conformité. Oui, ça voudra dire ça pour l'avenir. On n'est pas encore en période d'opposabilité, ça va arriver très vite. On pourra en reparler tout à l'heure, mais oui, ça veut dire ça. Oui, un acteur qui a recours à des produits d'IA, que ce soit des modèles ou des systèmes, qui sont étrangers, devra s'assurer, ça fait partie des obligations légales d'ailleurs d'un distributeur ou d'un déployeur, que ce qu'on lui fournit est conforme. Alors, il n'a pas à faire des tests du produit lui-même, mais en tout cas, il a vérifié qu'il détient bien la documentation de conformité. Et c'est vrai que ça se comprend très bien quand on pense à un médicament ou à une chaîne alimentaire. Ouais. Ça a l'air beaucoup moins évident quand on pense à des systèmes informatiques qui peuvent être un peu opaques. Ouais.
Et que répondre du coup à ceux qui disent que ça va placer l'Europe derrière les États-Unis ou la Chine, que si nous on n'y va pas, eux iront, etc. Oui, oui. Moi, je comprends très bien que ça soit une préoccupation, qu'on n'ait pas envie d'être sous contrainte et que le spectre de la législation à l'européenne, avec un trop gros poids de l'administration et de la documentation, ça fasse surgir ce genre de propos. Et d'ailleurs, au-delà de les faire surgir, ils ont été ceux qui étaient plutôt anti-réglementation ont porté leur voix et se sont fait entendre. Hein. Il faut quand même savoir que l'AI Act a évolué grâce à leur intervention et a évolué favorablement, puisque par exemple la période de R&D est une période de répit pour les contrôles. Les modèles en open source sont dispensés sauf quand ils présentent un risque dit systémique, c'est-à-dire que là vraiment on est à un niveau de risque trop élevé pour bénéficier de l'exemption. Donc leur répondre qu'ils ont bien agi. Voilà, à la question qu'est-ce qu'on leur répond, moi je dis ils ont bien fait en fait d'appuyer au bon moment, c'est-à-dire au moment du débat législatif. J'ai envie de leur dire maintenant aussi que faire de l'IA à l'européenne, c'est tenir compte de ces enjeux et intégrer dans leur process de mise en marché ces règles. Et j'ai surtout envie de leur dire que c'est à leur portée. Parce que quand on a autant de capacités, de puissance d'intelligence, de vision, tels que nos acteurs français et européens l'ont, alors au fond, construire et intégrer la conformité, c'est pas compliqué. Voilà, c'est ça que j'ai envie de leur dire. J'aimerais revenir aux implications concrètes pour des entreprises en Europe qui peuvent avoir une multitude de systèmes d'intelligence artificielle finalement qu'elles ont commencé à tester, qui sont plus ou moins passés dans les pratiques. Ouais. Comment on s'attaque à ce sujet de la mise en conformité? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la première chose, je vais parler quand même des timelines, je trouve que c'est pertinent par rapport à votre question. Sur l'AI Act, il va être je dirais, voté officiellement. Le texte ne bougera plus à l'heure où on se parle, mais il sera voté le 22 avril officiellement, puis ensuite publié vers mi-mai. À partir de là, il y aura 6 mois pour sortir des plateformes les IA interdites. Donc à la question comment on s'y prend, la première chose à faire, le premier chantier prioritaire, c'est de cartographier, identifier et même presque dépister. Je préconise des campagnes de dépistage sur les IA interdites pour les sortir ou les mettre en conformité. Ça ne veut pas dire arrêter de faire ce qu'on faisait, mais ça veut dire se conformer. Je peux vous prendre quelques exemples d'IA interdites, mais par exemple, sont interdits les systèmes de reconnaissance émotionnelle sur les lieux de travail lorsqu'ils ne poursuivent pas des objectifs de sécurité et de santé. Il existe aujourd'hui, sur un certain nombre de centres d'appel, sur des outils bureautiques, des systèmes qui, par exemple, quand ils vont faire de la retranscription de compte-rendu de réunion, et qui, à l'occasion de l'analyse des mots, des verbatims utilisés, vont aussi mesurer le niveau d'engagement des participants, l'humeur, voilà, et qui vont ensuite, dans le transcript, poser du scoring de cela. Ça va être interdit. Donc comment on s'y prend? On repère tous ces systèmes et on regarde, est-ce qu'il est utilisé à des fins de sécurité, ce système? Non. À des fins de santé? Non. C'est fini. On ne peut plus l'utiliser et vraisemblablement la deadline, ça sera fin de l'année. Donc comment on s'y prend? Le premier chantier, c'est le dépistage des IA interdites. Ensuite, il y a, je dirais, le reste du monde, c'est-à-dire toutes les autres IA. Donc la prochaine timeline, ça sera 1 an, après, à compter du même point de départ, mais 1 an pour les modèles d'IA à usage général, les fameux GPAI, donc nos amis d'OpenAI, Gemini, Mistral, qui sont encore plus nos amis que ceux que j'ai cités en premier, auront 1 an pour avoir documenté leur conformité, l'avoir déposée devant l'autorité de contrôle, et la mettre à disposition sous forme de documentation technique pour leurs clients, avec un résumé pour le grand public. Voilà, donc là, qu'est-ce qui va se passer? Pour cela, le chantier, ça va être de construire cette documentation. Donc, s'ils n'y s'y sont pas mis depuis le début, il va falloir en effet regarder tout le parcours de développement de leur modèle et le documenter au regard des critères. Alors, les critères, aujourd'hui, on nous parle surtout de ce seuil de risque systémique. On va attendre beaucoup de l'autorité de contrôle qui va être nommée et qui va poser plus d'opérationnel dans ces critères et des guidances. Et donc, le deuxième chantier, ça sera pour ces acteurs-là,
une fois qu'elles auront les guidances, de documenter leur conformité. Puis après, il restera 2 ans pour tout le reste de l'IA. Et là, comment on s'y prend? Forcément, il faut cartographier dans l'entreprise, c'est-à-dire inventorier et qualifier, repérer, lister. Et pour chaque système, analyser le niveau de risque, les qualifier à la grille réglementaire, et puis attaquer le chantier de la mise en conformité. Et pour attaquer ce chantier, il n'y a pas 10 solutions. Il ne faut pas regarder les textes, je dirais, et s'en tenir là. Il faut faire un plan d'action, tout bêtement, c'est-à-dire renverser les obligations en action et s'y mettre. C'est un chantier, en fait. C'est la conduite de projet et s'y mettre au plus proche des métiers, toujours dans l'objectif dont je parlais tout à l'heure, de faire de la compliance par la valeur. C'est-à-dire de pas... je vais employer un terme un peu bolos, de ne pas faire le bolos là, sur sa documentation, mais de se dire mais à quoi ça sert la conformité? Et ici, à quoi ça sert? C'est faire des produits de qualité, safe, compréhensibles, explicables, qui servent à quelque chose, qui essayent de consommer le moins d'énergie possible. Oui, une fois encore, quand je vous le dis comme ça paraît évident que ces objectifs doivent être partagés par tous. Alors, ça va être le métier de qui? C'est côté produit, côté tech, côté juridique? Oui, comme ce sont des produits, moi, ma conviction, c'est que c'est forcément avec le produit. Forcément. Justement, pour pas déconnecter les obligations, des objectifs de mise en marché, des attentes de ceux qui développent les produits, des besoins. Donc, forcément, c'est côté produit. Bien sûr, il y a l'implication de la compliance, parce qu'il va falloir un peu de sachant sur la compréhension des règles. Mais évidemment pas du tout isolé. Et puis le légal aussi, parce qu'on a des sujets de contractualisation, des sujets de propriété intellectuelle, qui ne sont pas que des sujets de conformité, qui sont des sujets de valeur, de valorisation, de monétisation, et puis de stratégie partenariale. Okay. Je reste dans le très concret, mais... Ouais. Si OpenAI documente pas ses modèles, se prête pas au jeu, ça veut dire que dans un an, on n'utilise plus OpenAI en Europe. Alors, il faudrait ne plus utiliser, et pour ce qui les concerne, ils s'exposent à une sanction importante. Mais bon, moi, j'y crois pas du tout à ce scénario. Je dirais que ces acteurs-là, ils vont se mettre à la réglementation. Et d'ailleurs... ils l'ont dit, ils le feront. Est-ce que ça sera facile? Ça va être des coûts et du projet. En fait, c'est ça en fait qu'on entend dans l'objection innovation versus réglementation, parce que en effet, faire de la conformité, c'est poser un budget en face des exigences, se mettre en ordre de marche, mobiliser des experts, former des équipes et prendre cette dimension de conformité dans la roadmap. Oui, c'est ça la réalité. On ne peut pas faire sans. Voilà. Donc, on ne peut pas dire que c'est léger, mais comme c'est faisable, et avec les enjeux en face, voilà. Est-ce qu'on peut regarder ce qui s'est passé avec le RGPD? Ouais, aussi c'est un bon exemple. Très contraignant. Est-ce que les acteurs américains s'y sont conformés, in fine? Oui, alors les acteurs américains s'y sont conformés, alors en partie parce qu'on voit encore des sanctions qui tombent et auxquelles ils font face. Oui, je vais vous prendre un exemple sur l'hébergement de données de santé, c'est quand même un sujet que je connais bien. Donc les hébergeurs de données de santé en France ont fait l'objet d'une certification. À un moment donné, on disait les acteurs américains ne pourront jamais héberger des données de santé. Ils sont tous allés chercher la certification. Donc après, maintenant, il y a un autre sujet qui est les flux transfrontaliers de données qui se greffent sur ce sujet. Mais il y a un très grand volume de données de santé aujourd'hui qui sont hébergées chez les acteurs américains parce qu'ils sont allés chercher la certification. Donc ils ne sont pas anti-réglementation, ils ont d'abord les moyens pour aller la chercher. Voilà. Après, dans la mise en œuvre, ça arrive qu'ils ne s'y conforment pas à 100%. Les autorités sanctionnent et finalement, ils finissent par ajuster leur marketing ou ajuster leurs pratiques. Alors, moi, j'aimerais revenir sur son idée de faire de ça une opportunité pour plus de valeur produit. Ouais.
Concrètement, comment on va plus loin que la mise en conformité et comment on transforme cette réglementation en atout compétitif? Alors déjà, au moment où on va appliquer les règles, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on regarde à quel point la règle, elle peut servir le produit. Je vais vous donner un exemple concret. Quand on a une obligation de traçabilité, d'explicabilité sur toute la chaîne et qu'on a recours à des sous-traitants, au fond, aller chercher la qualité chez ces sous-traitants, ça peut être améliorer le coût, ça peut être installer des standards. Voilà, ça c'est évidemment au service du produit. Donc, comment on transforme cette contrainte en opportunité? Eh bien, on regarde à quel point la règle va avoir comme réponse nécessaire de la qualité et de la sécurité. C'est un premier exemple. Deuxième exemple, il y a des industries, il y a des produits qui ont compris cela. Je prends l'exemple de l'alimentation. Aujourd'hui, le Nutri-Score, qui est une règle, mais sert les produits qui jouent le jeu. Ça les sert. Et ça les sert parce qu'ils vont faire de la confiance, ils vont construire de la confiance, ils vont assumer le fait qu'un produit de qualité qui comporte moins de produits néfastes pour les consommateurs, c'est un produit qui va servir, je dirais, la santé publique, mais aussi la santé individuelle, et ils vont aller chercher cette confiance. Mais oui, ça a été une contrainte. Mais évidemment que Nutri-Score, ça a été une contrainte dans la chaîne de valeur. Mais qui, encore une fois, aujourd'hui, a à se plaindre de Nutri-Score? C'est pas tout le monde est d'accord avec ce type de règles. Je prends un autre exemple, l'aéronautique. Voilà encore des industries qui ont compris que la conformité et la règle servaient leurs produits. On nous parle beaucoup de la sécurité. Quand vous rentrez dans un avion, on vous explique. C'est des industries qui parlent beaucoup de la sécurité. Donc ils ont fait de la contrainte un atout de confiance et ils l'ont converti en opportunité relationnelle pour mettre de la fidélité, pour mettre de la compréhension et du lien au fond avec leurs clients. Donc je sais que ce que je vous dis, on va se dire l'intelligence artificielle, comment ça va jouer, mais tout le monde a envie d'utiliser l'intelligence artificielle. Tout le monde d'ailleurs l'utilise aujourd'hui. Dans l'histoire des technologies, il n'y a jamais eu une adoption aussi rapide, aussi désirable, aussi nécessaire, puisque avec des enjeux de compétitivité, de productivité. Donc tout le monde a envie, mais tout le monde a envie forcément que ça se fasse bien. Comment on peut contester cela? Voilà comment on convertit. On convertit en faisant, je dirais, en utilisant la règle au service de la qualité et de la sécurité. C'est-à-dire, je regarde la règle, je la décortique et je vois comment, quand je vais la traduire concrètement, elle peut servir. Voilà. À quoi elle peut servir et comment elle peut servir. Et c'est vrai que là où il y a plus de risques, je mets plus d'efforts. Là, il y a moins de risques, je mets moins d'efforts. Alors ça tombe bien, la réglementation est construite comme ça. Et je l'assume. Moi, et ça va peut-être aussi être l'opportunité de se dire, telle IA, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si l'effort est trop important par rapport à l'usage, pourquoi pas? Ça va servir aussi un peu la frugalité. Pourquoi pas? Et justement, quel serait le danger pour une entreprise à s'y mettre un peu plus tard, à se dire, je profite un peu de la vague parce que là, ça marche quand même très bien, ça m'amène plein de choses. Et comme ça, je prends de l'avance sur mes concurrents et je m'y mettrai plus tard sur cette partie réglementaire? Alors, le danger, c'est que ça soit trop tard. Vous connaissez cette phrase sûrement de MacArthur, une bataille perdue se résume en 2 mots, c'est trop tard. Donc ça peut être trop tard parce que oui, le législateur européen a fait un système coercitif avec des autorités et des sanctions. Ensuite, ça peut être trop tard au-delà de la peur du gendarme, ça peut être trop tard dans la chaîne d'accès au marché. Parce que ça va faire la différence. Et alors là, vraiment, en termes d'IA, aujourd'hui, il y a très peu d'acteurs qui ne prononcent pas le mot de confiance ou l'IA responsable ou l'IA alignée à chaque fois qu'ils disent IA. Comme si c'était consubstantiel. C'est-à-dire, il n'y a pas de possibilité de faire d'IA sans confiance. Donc forcément, ça va faire une différence sur le marché. C'est déjà comme ça que c'est compris. C'est déjà comme ça que c'est attendu. Ne pas intégrer un process de conformité ab initio et dans toute la chaîne de valeur, ça sera perdu, c'est sûr. Après, on le sait, il y a aussi beaucoup de greenwashing, du discours de communication. Bien sûr, évidemment. Est-ce qu'on n'aura pas la même chose? Il y aura la même chose sur certains sujets, c'est sûr. Il y aura la même chose sur certains sujets parce que, évidemment, que le texte n'est pas parfait et évidemment, parmi les exigences,
y a des exigences à faible impact, pour pas dire à impact nul. Et donc, les entreprises feront pour faire, ça servira à rien, ça va être du coup inutile qu'on aurait pu concentrer sur autre chose. Donc, bien sûr, il y aura un peu de greenwashing, c'est sûr. Mais bon, à côté de ça, pour atteindre la cible, il y a des étapes qui vont évidemment servir l'intérêt qu'on a déjà décrit depuis tout à l'heure. Est-ce que tu vois les mentalités évoluer, peut-être même par rapport à tes débuts dans le domaine des nouvelles technologies, sur l'importance de la prise en compte de la réglementation by design, je sais pas, dans l'écosystème des investisseurs, dans l'écosystème, dans le grand public. Est-ce que toi, tu vois une évolution ? Oui, alors les investisseurs, c'est un très bon exemple. Pendant longtemps, en fait, les levées, les due deals qui s'accompagnaient, enfin qui précédaient les levées, elles regardaient assez peu le sujet réglementaire, il faut quand même le dire. Elles regardaient plus les questions de marché, les opportunités, voilà, les assets, l'IP, voilà, ces mots magiques. Et progressivement, et c'est assez heureux, on a vu à l'occasion des due diligence les investisseurs se poser leur conscience sur la réglementation. Alors surtout pour les sujets réglementés, mais c'est vrai que vraiment beaucoup de sujets est désormais réglementé, et se dire au fond un produit qui a été dès le départ pensé comme intégrant les contraintes, c'est un produit qui va aller plus vite au marché, qui va aller plus vite et mieux. Donc toujours avec cette même logique de si c'est trop tard, il va falloir que je repense le modèle légal, que je repense le modèle réglementaire, peut-être que je redéveloppe le produit. Donc si c'est pensé dès le début, alors ça libère la capacité d'accéder au marché et effectivement ça fait monter la valeur. Donc oui, au niveau des investisseurs, mais très clairement, moi j'ai d'abord en tant qu'avocat spécialisé sur le sujet de la santé, on était pratiquement pas mobilisé sur ces étapes-là. Et maintenant, c'est clé. C'est-à-dire, il n'y a pas une due deal qui se fait sans regarder les sujets réglementaires dès que les produits sont réglementés, donc santé et numérique aussi. Donc, oui, ça a évolué. Et sur le grand public aussi, alors, effectivement, il y a plus de judiciarisation du rapport, il y a plus d'attentes. Ça a évolué parce qu'une fois encore, sur le produit, on veut le produit. Donc, il y a le désir de « je veux utiliser, je veux découvrir, je veux transformer ma vie avec ce nouvel outil, mais je veux le moins de risques possible pour moi quand même ». Et sur les gros risques qui sont santé, sécurité, démocratie, il y a quand même une très large prise de conscience. Donc oui, ça a évolué. Et alors, comment toi, t'accompagnes les entreprises dans ces nouveaux défis ? Parce que si j'ai bien compris, et ton background et ton nouveau projet, ça relève de ça. Oui. Donc, Naya s'est pensé exactement comme ça, c'est-à-dire c'est se dire, il y a une réglementation, mais au-delà de la réglementation, les entreprises doivent se concentrer sur leur métier, justement, se concentrer sur l'innovation et sur leurs équipes. Donc, comment faire pour que ça pèse le moins possible ? Donc, en cela, moi, je rejoins une fois encore nos détracteurs dont on a parlé tout à l'heure. Il ne faut pas que ça pèse. Donc, comme il y a le « il ne faut pas que ça pèse », il faut trouver une solution. La solution, c'est forcément avoir des outils, des méthodes, et ça dès le départ. Et donc, cette société qu'on a fondée, elle a pensé, elle a conçu, elle a développé un outil qui a pour ambition de donner les clés pour aller le plus vite et le mieux à la cible de conformité. Donc, c'est un outil qui est pensé comme embarquant un algorithme de qualification qui va permettre de faire un repository dans l'entreprise pour identifier tous les systèmes d'intelligence artificielle, les qualifier, et puis générer un plan d'action. Et ce plan d'action, il va être fait au périmètre de chaque SIA, mais pour autant, il va mutualiser les efforts, toute réglementation confondue d'ailleurs, puisque penser l'intelligence artificielle localement, évidemment, c'est un non-sens. Et donc, il va aider l'entreprise à aller vite et bien à la conformité en lui donnant les clés, c'est-à-dire des listes d'actions concrètes avec des modèles pour arriver à la documentation, des outils de formation pour les équipes. Et puis pour se mettre en trajectoire, se mettre en mouvement, se mettre en action et y aller et pas subir. Voilà. Et se dire c'est possible en limitant les contraintes coûts, en limitant le recours à des experts de toute nature qui vont pas être assez proches des équipes et des produits. Donc en essayant d'internaliser en fait cette fonction.
et de l'internaliser pour la digérer, la métaboliser. Voilà, le bon mot, je crois, pour la conformité, c'est métaboliser la conformité pour que quand on mette le produit sur le marché, on soit le moins possible préoccupé et le moins possible freiné. C'est ça que fait Naya. Avec quel type de clients tu travailles alors aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, c'est plutôt les early adopteurs de l'IA et les adopteurs massifs. Donc c'est des groupes du CAC 40 qui ont un gros pipe et un gros volume et beaucoup d'IA en fait dans leur déjà déployés au demeurant, des IA en stratégie globale et puis sur tous leurs sujets RH, finance, produits, relations clients. Production, chaîne de production. Voilà, donc c'est plutôt des acteurs comme ça ou des acteurs hyper spécialisés, dont le fonds de commerce, c'est l'IA. Et donc qui, eux, sont totalement en nécessité d'adopter tout de suite les pratiques de conformité, parce que c'est une question de vie ou de mort, ils ne pourront pas aller au marché s'ils ne sont pas conformes. Et justement, qui n'ont pas envie d'être lestés par des sujets de conformité et de construire leur modèle de fabrication, au sens conceptuel du terme, et la culture d'entreprise en intégrant cette dimension. Donc c'est plutôt ça les acteurs. On sait que ensuite, progressivement, ça va être des plus petites entreprises qui aujourd'hui ont moins les moyens, il faut quand même le dire, de se préoccuper de ces sujets de conformité, mais qui auront demain moins le choix. Et donc, il va y avoir une espèce de trajectoire par entonnoir où, à un moment donné, il va falloir aller à la cible de conformité. Et donc, ils auront besoin de s'outiller. Et notre conviction aussi, et ça, c'est vraiment spécifique à l'IA, c'est que l'IA est vraiment diluée dans toute l'entreprise. Donc, comme il y a un CRM pour gérer la relation client, comme il y a un ERP pour gérer la production, un SIRH pour gérer les RH, notre conviction, c'est que l'IA, il faut un outil pour gérer l'IA dans l'entreprise de manière centralisée. Et pour aider tout le monde à utiliser proprement l'IA et à piloter les responsabilités. Donc, en cela, Naya, c'est un AIMS, c'est-à-dire Artificial Intelligence Management System, qui va devenir une commodité. C'est ça notre vision pour demain et au fond assez rapidement. Il n'y aura pas 36 solutions pour piloter le risque et la responsabilité. Il faudra avoir un cockpit en fait, de pilotage. C'est ça que fait Naya. Dans la façon dont tu m'en parles, beaucoup de ton discours, ça s'appliquerait aussi au système de données, en fait, puisque pareil, on a du SIRH, on a de la base client, etc. Est-ce que pour toi, il faut voir ces sujets-là ensemble, genre toute ma gouvernance des données, ma gouvernance de l'IA, dans le fond, c'est de la gouvernance des systèmes informatiques complexes, ou est-ce qu'il y a vraiment pour toi lieu de différencier ces deux sujets-là avec des personnes différentes, des outils différents, des process différents? Ouais. Si on se place du côté sujet gouvernance privacy versus gouvernance IA, alors les réglementations sont différentes. Il y a des passerelles, puisque dans l'AI Act, il y a des petites incursions du RGPD. Et dans un cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est du produit, ça cadre le produit, alors que la privacy et les data, ça cadre des opérations. Et donc, on a moins besoin d'être proche des métiers dans ce cas-là. En revanche, ce qu'il y a de tout à fait commun, c'est que dans tous les cas, il faut qu'il y ait une maîtrise de la donnée, de sa qualité, de sa disponibilité juridique, de sa structuration. Donc, effectivement, ça peut être un commun dans les équipes. Et c'est forcément une coordination dans les organisations. Voilà. Donc, je dirais que c'est pas la même chose. La gouvernance des données et la gouvernance de l'AI, il ne peut pas y avoir de gouvernance d'AI sans gouvernance de données. On peut faire de la gouvernance de données sans intelligence artificielle. Il y a des sujets privacy qui n'ont absolument aucun lien avec l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que, bien sûr, qu'il faut s'appuyer sur les compétences disponibles dans les organisations en matière de gouvernance des données, parce qu'elles vont être utiles, nécessaires, mais ça mobilise d'autres expertises. Et pour moi, c'est vraiment un autre métier. Au final, ce qu'on voit, c'est que cet IA Act, il est finalement positif pour les entreprises. C'est une source d'avantages compétitifs. Voilà, il faut en tirer profit. Et pour le grand public aussi, parce que dans le fond,
ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des IA interdites qu'il va plus être possible d'implémenter. Et ça, pour rendre ça concret, est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce qui sera plus possible très bientôt? Oui, donc pour l'IA, le principe, c'est la balance bénéfice-risque. Donc c'est l'approche par les risques. Et donc on a estimé que certains systèmes d'intelligence artificielle présentaient un risque dit inacceptable. Donc le législateur a listé ces IA à risque inacceptable. Donc parmi ceux-là, il y en a 8. Parmi ceux-là, on voit par exemple des systèmes d'intelligence artificielle qui permettraient de la manipulation subliminale. Ça paraît être de la science-fiction, mais le législateur a quand même estimé qu'il était utile de l'interdire. Parmi cette liste figure aussi ce qui va être des systèmes de notation sociale généralisés. Concrètement, qualifier un individu et le catégoriser en fonction de son niveau économique ou de sa position sociale, mais à grande échelle, en fait, le faire de manière massive. Est interdit également les systèmes de reconnaissance émotionnelle à partir de données biométriques sur les lieux de travail et les lieux d'éducation. Donc ça, c'est un des exemples très saillants de ce qui est interdit, parce que ça, c'est très diffusé aujourd'hui déjà. Par exemple, dans les focus group marketing, on observe le comportement des consommateurs en situation de test et on va essayer de mesurer à partir de leurs émotions, leur désir ou au contraire leur rejet d'un produit. Et il y a des systèmes d'intelligence artificielle par reconnaissance des émotions qui vont être capables de poser de la prédiction ou de faire du profiling de tel ou tel consommateur. C'est intéressant de regarder ce que vise ici le législateur européen. D'abord, il vise à interdire la reconnaissance émotionnelle ou intentionnelle. Donc, qu'est-ce que c'est l'émotion au sens de l'IA Act? C'est de la colère, du désir, de la crainte, de la gêne. Ça n'est pas un simple mouvement du corps. Donc, ça, c'est intéressant de le nommer. Par exemple, un système qui va regarder juste un corps qui bouge n'est pas de la reconnaissance émotionnelle. La reconnaissance émotionnelle, ça va plus loin, c'est essayer de mesurer l'état émotionnel ou l'état intentionnel de la personne. Et le législateur a estimé que sur le lieu de travail ou en environnement d'éducation, sauf si ça poursuivait des objectifs de sécurité ou de santé, ça devait être interdit. Donc, une fois encore, là, pour reprendre un exemple concret, vous avez sur des centres d'appel des systèmes d'intelligence artificielle qui vont arriver à mesurer quel type de mot va tendre le client ou mettre en état de tension le téléopérateur. Et donc ça, on a estimé qu'on ne pouvait pas confier, le législateur européen a estimé qu'on ne pouvait pas confier à un système cette évaluation pour en faire quelque chose. Et pour en faire quelque chose spécifiquement en milieu de travail ou en milieu d'éducation, où on a estimé ici que l'humain devait rester au centre. Et donc ces systèmes d'IA, ils doivent être interdits. Alors sauf, une fois encore, quand on poursuit un but de sécurité, je vais prendre un exemple, c'est vrai que sur des lieux de production, on peut avoir besoin d'essayer de mesurer l'état des personnes pour préserver leur propre sécurité sur une chaîne de fabrication ou une sécurité par rapport à des intrusions possibles. Donc ça, évidemment, les systèmes sont OK. On a estimé aussi que de la surveillance émotionnelle à des fins de santé, on pense ici à des milieux hospitaliers, où il y a des dispositifs médicaux logiciels de plus en plus en développement, où la surveillance des émotions des patients va être très utile en matière de santé individuelle ou de santé publique. Bon, ben là, ça, c'est autorisé. Autre type de SIA interdit, c'est tout ce qui va être des systèmes de reconnaissance faciale à des fins de lutte contre des infractions. Donc ça aussi, le législateur a estimé que ça ne pouvait pas être aussi ouvert que cela. Qui le souhaite ne peut pas aujourd'hui mettre en place des systèmes de vidéosurveillance pour lutter contre le vol ou contre des intrusions. D'abord, c'est réservé à certaines autorités, ce type de vidéosurveillance, et pour certaines infractions. Et quand c'est permis à des organisations privées, c'est pour certaines infractions qui ont été considérées comme très graves. Le terrorisme, le crime, les atteintes, le viol, enfin c'est aussi précis que cela dans l'IA Act. Donc là encore, vous voyez bien que le législateur a essayé de trouver une balance entre ce qu'on peut autoriser parce qu'on poursuit des objectifs légitimes et nécessaires, et ce qui, même si ces objectifs, on peut les comprendre, lutter contre le vol, ne justifie pas que ça soit une machine qui va ici mesurer l'intention de l'individu. Donc là, c'est un exemple parfait où on a préféré
tant pis, il peut y avoir des vols. Je grossis un peu le trait, mais c'est de ça dont il s'agit. Mais la surveillance des vols doit rester une surveillance humaine. Voilà, pour vous donner l'atterrissage de pourquoi ces règles ont été mises en place, c'est parce qu'on a souhaité maintenir entre les humains certains objectifs de surveillance. Est-ce que toi, tu attends quelque chose de plus par rapport à cette IA Act? Si dans un monde idéal, tu avais le pouvoir d'influencer nos législateurs? Alors oui, parce que une fois encore, c'est un poids pour les entreprises. Je crois avoir, dans notre échange, j'ai essayé de convaincre tout le monde que ça peut être aussi une opportunité, mais c'est un poids. Donc ce qu'on peut attendre aujourd'hui des acteurs qui sont en charge de l'applicabilité de ces règles et de leur application, donc les autorités et donc le pouvoir politique, c'est d'avoir une approche pragmatique et une approche aidante. C'est-à-dire donner de la clarté derrière la règle, donc de la guidance, mettre des critères, être en ouverture et en conseil vis-à-vis des entreprises et pas être en logique de sanction, considérer des périodes de tolérance, voilà, avoir une approche pragmatique et une approche de clarté. Et là, elles resteront du côté des entreprises. Et là, oui, en effet, on peut vraiment faire quelque chose de bien de ces règles. Pour conclure, est-ce qu'on peut reprendre le calendrier pour que ce soit bien clair pour tout le monde? Bien sûr. Alors, pour le calendrier de l'IA Act, donc 22 avril, vote officiel et sans discussion devant le Parlement européen. Au cours du mois de mai, publication au JO. À partir de là, il y a des timelines qui démarrent. Donc, à 6 mois, il faut sortir des plateformes les IA interdites ou les mettre en conformité. À 1 an, les éditeurs de modèles d'intelligence artificielle à usage général devront se conformer à la réglementation. À 2 ans, l'ensemble des autres systèmes d'intelligence artificielle devront répondre à toutes les obligations. Et il y a des délais un peu plus longs pour des IA dont la mise en conformité va être plus complexe parce que va se juxtaposer avec cette réglementation d'autres réglementations qui relèvent de certification. Donc à chaque fois que l'IA porte sur un produit ou un matériel qui lui-même fait l'objet d'une réglementation, par exemple les dispositifs médicaux, par exemple le transport de gaz, par exemple certaines machines-outils, alors le législateur a donné 36 mois pour se conformer parce qu'il va falloir cumuler et ordonner ces réglementations. Voilà pour les deadlines. Donc c'est vrai que très concrètement, la première étape, c'est cartographier et identifier les SIA interdits, les systèmes d'intelligence artificielle interdits, les mettre en conformité, être très à l'écoute et j'allais dire très en demande des éditeurs de GPAI pour aller chercher leur documentation de conformité, et puis se mettre en place une gouvernance et puis un plan d'action pour chacun des SIA construire la conformité. Et pour terminer, est-ce que tu aurais une recommandation, un livre, une vidéo, une conférence, un article pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet ? Alors je vais avoir des recommandations cinématographiques parce que pour aller plus loin sur le sujet, j'allais dire vraiment le marché offre de la publication quotidienne, quelle qu'elle soit pour la réflexion autour de la réglementation. Là, j'ai plutôt envie de vous parler de films. Donc évidemment 2001, l'Odyssée de l'espace, parce que c'était vraiment un exemple typique d'anticipation sur le sujet de l'intelligence artificielle. Avec la beauté et l'horreur en même temps qui est traitée. Aussi Minority Report, là c'est un peu plus pragmatique avec tout le sujet de la publicité personnalisée. Et sans doute enfin un film qui s'appelle Her, et qui est toute la possibilité qu'une intelligence artificielle tombe amoureuse avec et crée du chagrin. Et donc ça c'est intéressant. C'est presque dérangeant en fait. Et c'est bien aussi de se poser ces questions sur ce qu'il y a d'essentiel en nous et sur ce que peut faire l'intelligence artificielle par exemple sur le sentiment amoureux. Et donc pas beaucoup de réglementation dans ces films a priori. Non, très peu de réglementation dans ces films. Ouais, qu'est-ce qui va se passer si on réglemente pas? Exactement. Et c'est pas mal. Nathalie, merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de The Bridge.